Bonjour à tous et à toutes et merci d'être avec nous. Nous sommes sur UC2M News et nous allons en direct passer 45 minutes ensemble. Vous pouvez nous suivre sur UC2M TV, sur YouTube et Twitter et très vite en replay sur les réseaux partenaires, ceux de Sciences Po Alumni, de la veille de Presse Info Plus et de Manager Santé que je remercie de leur partenariat et de leur amitié. Vous pouvez dès maintenant nous poser vos questions, poser nos questions à vos invités que je vais vous présenter dans quelques instants. L'Université du Change Management en médecine traite des questions d'organisation de santé aujourd'hui, ce jeudi 30 avril 2020 à 18h30, toujours en pleine activité épidémique et sanitaire, de crise sanitaire liée au coronavirus. Nous abordons les questions politiques et organisationnelles du déconfinement des Français, le titre de notre émission, Covid-19, confinement, les professionnels de santé libéraux se mobilisent. Nous avons beaucoup de plaisir de recevoir nos invités ce soir, aujourd'hui. Docteur Jacques Battistoni, bonjour, vous êtes le président Bonjour. de MG France, du syndicat MG France, le médecin généraliste, vous êtes médecin à Caen. Le docteur Gilles Bonnefond, vous êtes le président de l'USPO, un des syndicats importants des pharmaciens, et vous êtes pharmacien Bonjour. à Montélimar. Bonjour à Gilles Bonjour. Bonnefond. Le docteur Fatia Cherfioui, vous êtes pédiatre et vous êtes vice-présidente des jeunes médecins, du syndicat Jeunes Médecins Île-de-France. Félix Bonjour. Ledoux, vous êtes le jeune et nouveau président, je crois, de la FNESI. Vous êtes infirmier et vous nous parlez aujourd'hui de Lyon. Pendant que la crise Oui, bonjour. sanitaire continue, le Premier ministre, mardi, a annoncé les mesures de déconfinement tant attendues, vous l'imaginez bien. Vous êtes des soignants libéraux, vous êtes des responsables professionnels très engagés. Le rôle des professionnels libéraux, on le voit bien, on le sent bien, on nous le dit, sera sans doute essentiel pour la réussite tant attendue par les Français et par les citoyens d'une manière générale de tous les pays, tant attendu par les citoyens. Ce déconfinement doit réussir. Comment, et c'est d'abord, avant d'en venir peut-être à ce déconfinement, parlons de la situation d'aujourd'hui, encore en pleine période de confinement. Jacques Battistoni, médecin à Caen, dans cette période de crise, comment vous abordez la situation? Pouvez-vous nous dresser en quelques mots la situation que vous connaissez dans votre région, une région peu atteinte en réalité, mais évidemment vous avez été avec tous vos médecins généralistes très très au front. Jacques Oui. Battistoni. Bonjour. Oui, notre région est relativement peu atteinte, la Normandie, par rapport à d'autres régions comme la région parisienne ou le Grand Est qui ont été beaucoup plus impactées. Néanmoins, on a reçu, comme beaucoup d'autres médecins généralistes, dans nos cabinets, des patients présentant des formes de Covid. Et c'est ce que nous avons mis en évidence d'ailleurs dans l'étude que nous avons fait, dans l'enquête que nous avons fait auprès des médecins généralistes, qui a montré que, en moyenne, en tout cas, à titre personnel, par exemple, sur la période considérée depuis le début de l'épidémie, j'ai reçu 20 patients qui avaient un Covid dans mon cabinet. Je crois que c'est assez exemplaire de ce que nous avons reçu. Cette étude dont vous parlez, récente de MG France, dont j'ai pris connaissance, c'est une étude que vous avez lancée pour évaluer aussi le nombre de décès à domicile. Pourquoi vous avez mené cette étude? Qu'est-ce que vous cherchez? Ouais. En fait, c'est vrai que j'ai dit étude et puis je me suis trompé. En fait, c'est une enquête, hein. Et c'est assez différent parce qu'en fait, c'est du déclaratif. On a demandé aux médecins généralistes de notre base mail dont on dispose, qui représente environ 30 000 médecins généralistes, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils avaient fait
durant ces périodes-là. L'idée, c'était de montrer que les médecins généralistes, on avait beaucoup parlé des soignants hospitaliers, étaient eux-mêmes très impliqués dans la prise en charge des malades Covid. Et il nous a paru intéressant aussi de caractériser qu'à côté des chiffres de mortalité qu'on voyait à l'hôpital et qui étaient annoncés tous les jours par Jérôme Salomon, il y avait aussi une face cachée, un angle non vu de cette situation qui était des patients qui mouraient à domicile. Alors, c'est une estimation, c'est évidemment pas une enquête précise, mais ça donne quand même un ordre de grandeur. Il faudra vérifier ça avec les chiffres de mortalité à venir en comparant 2019 avec 2020. Jacques Battistoni, on va y revenir évidemment, mais quel est l'état d'esprit, le vôtre d'ailleurs, d'abord, pour incarner un petit peu notre discussion, mais celle en général des médecins généralistes aujourd'hui, j'allais dire en pleine crise ou peut-être un peu dans une période de décrue, mais enfin il y a encore pas mal de problèmes. Et puis évidemment, l'ambiance dans votre cabinet et dans vos cabinets d'une manière générale en quelques mots. Alors, c'est très paradoxal en fait, hein. Nos patients ne sont pas venus dans nos cabinets, hein. On l'a beaucoup dit dans les médias, et c'est parfaitement exact. Le message et la communication du gouvernement a été très confuse, pour pas dire incohérente. On a été exclus de la première phase où on a demandé à tous les gens d'aller à l'hôpital d'abord, dans la phase pré-épidémique, et puis donc quand ça a été la phase épidémique, on leur a dit c'est maintenant votre médecin généraliste qui doit vous soigner, mais surtout n'allez pas le voir, sauf en cas d'urgence. Et donc nos cabinets ont été très largement désertés, à tel point qu'on a mis en place un mécanisme de compensation des recettes, parce que beaucoup de médecins se plaignaient de ne plus voir de patients du tout, ou un tout petit peu. Donc les médecins se sont à la fois préparés à recevoir des patients et se sont sentis frustrés parce que, en fait, ils se retrouvaient sans beaucoup de travail. Et On on va a revenir vraiment sur tous ces points. totalement... Ouais, on va revenir. Gilles Bonnefond, j'ai dit que vous étiez pharmacien à Montélimar, le patron une des grandes organisations syndicales de pharmaciens. Les pharmaciens ont été bien présents dans la crise. Dans toutes les rues, on voit cette lumière verte et on s'en réjouit souvent, hein. C'est quand même un des commerces qui est resté. Je parle pour moi, mais dans ma rue à Paris, je suis content de voir que la pharmacie est éclairée. Oui, c'est vrai qu'on a assuré la continuité des soins, hein. Ça faisait partie des missions qui nous étaient confiées, c'est-à-dire de permettre aux patients qui avaient des traitements de ne pas être en rupture de leur traitement, tout simplement. Donc, bien sûr, on est resté ouvert. On a continué à assurer les gardes malgré l'exposition et le risque qu'il y avait. Donc, il a fallu réorganiser la pharmacie pour se protéger, pour travailler avec des plexiglas, faire attention au nombre de personnes qui rentraient en même temps dans la pharmacie. Bon, bien sûr, s'équiper de masques, bien évidemment, utiliser régulièrement le gel hydroalcoolique. Donc, tout ça, ça a demandé une organisation qui a fait pression quand même sur l'ensemble de l'équipe officinale, parce que travailler dans ces conditions avec un risque n'était pas facile à gérer. Il a fallu donner un petit peu de respiration à une partie de nos équipes et de faire des rotations pour éviter d'épuiser tout le monde. Parce que le travail s'est énormément complexifié, puisqu'on est sans arrêt sollicité au téléphone et on apporte les médicaments à domicile pour les patients qui veulent rester confinés et ne veulent pas se déplacer. Gilles Bonnefond, quelle est la part entre les gens que l'on sert au comptoir et les livraisons à domicile pour nous donner une idée dans notre émission de professionnels de santé? En moyenne par pharmacie, on estime, on a fait une enquête aussi, entre 4 et 5 dispensations à domicile par jour. Donc ça demande une nouvelle organisation parce que le soir, il faut se déplacer, faire une tournée pour apporter les médicaments aux patients qui ne veulent pas se déplacer. Donc on a assuré la continuité des soins en renouvelant les traitements en accord avec les médecins, y compris pour des traitements où les ordonnances étaient expirées et où le patient était stable. Vous avez eu le droit de renouveler, hein. Gilles, je vous coupe, excusez-moi pour avoir un dialogue. Vous avez eu un décret, ou dites-moi ce que c'était, en tout cas une possibilité de renouveler directement les ordonnances, c'est cela? Quand l'ordonnance était expirée, on avait le droit, en accord avec le médecin et parfois sur des traitements qui étaient compliqués, des traitements contre la douleur avec des stupéfiants, des traitements substitutifs aux opiacés où les traitements doivent être renouvelés tous les 28 jours, on a assuré cette continuité de soins en relation avec le médecin traitant du patient. Et ce qu'on a vu également sur des territoires...
ce qui était très intéressant sur les territoires, c'est que dès qu'il y avait un prémisse d'organisation, que ce soit les communautés professionnelles territoriales de santé, les MSP, on a vu immédiatement que le dialogue entre professionnels de santé était beaucoup plus fluide et ça nous permettait d'être dans l'actualité de la situation On va y du revenir, territoire. Gilles. On va y revenir, Gilles Bonnefond. Mais je voulais simplement m'attacher aussi, là, en introduction, l'ambiance avec les patients, notamment les grandes inquiétudes des patients. On dit souvent quand même que le malade se confie évidemment à son médecin, mais aussi à son pharmacien. Et là, les manques de médicaments, des craintes. Et une autre question, et puis je passe à la suite, sur les approvisionnements. Alors, au-delà des masques, évidemment, ça c'est un cas spécifique, mais est-ce que les circuits d'approvisionnement ont tenu ou tiennent? Oui, on n'a pas eu de difficulté. On a anticipé sur le risque de rupture du paracétamol en limitant le nombre de boîtes dispensées par patient. On a bien sûr évité la catastrophe du plaquenil en interdisant la prescription et la dispensation par les pharmaciens, sauf en dehors des indications de l'autorisation de mise sur le marché. On vient de limiter la nicotine puisque elle pourrait être demandée dans des conditions tout à fait anormales. Donc on a été très attentif à anticiper sur les ruptures. Les patients, franchement, ont bien joué le jeu sur les règles de confinement, les règles de distanciation à l'officine. Ils étaient bien sûr satisfaits de voir le pharmacien leur permettre d'assurer et d'avoir leur traitement. Là où on a été embêté, c'est les masques c'est 10 fois par jour. Est-ce que vous avez des masques? Est-ce que vous avez des masques? Eh bien, non, on n'en a pas. Oui. Je suis surpris également à le demander. Fatia Cherfaoui, docteur Fatia Cherfaoui, j'ai dit que vous étiez pédiatre et que vous travaillez, je crois que je ne l'avais pas dit, à Courbevoie, c'est dans la banlieue, proche banlieue parisienne. Alors, une pédiatre, on s'imagine que, je voudrais faire un petit point avec vous sur la prise en charge des patients et de nos jeunes patients, des jeunes enfants. J'imagine également de grands phénomènes d'angoisse chez les parents, non? Et comment avez-vous travaillé, Fatia Cherfi? Alors nous, les pédiatres, on a eu des directives par rapport à l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Et donc, nous avons continué à travailler. Donc, on doit poursuivre les consultations obligatoires chez les enfants avec vaccination. Mais avec ça, il y a une réorganisation complète des consultations, notamment l'augmentation du temps de consultation et les mesures barrières de notre côté, avec une protection masque, blouse pour les médecins et demande de masque chez les patients, avec pour les parents un seul accompagnant. Oui. Et non, mais poursuivez, excusez-moi, mais c'est... Non, je veux dire, les parents sont venus ou vous avez fait de la téléconsultation surtout? Voilà, justement, on a maintenu les consultations obligatoires avec vaccin, ça nous a été recommandé. Donc, pour les consultations de suivi présentielles, elles étaient en présentiel. Par contre, pour les enfants malades, on finit la téléconsultation avec un prix pour savoir s'il nécessitait de venir au cabinet ou si on pouvait régler le problème par téléconsultation. Félix Ledoux, j'ai dit que vous étiez un des responsables, le président de la FNESI, Félix Ledoux, que je ne vois pas, mais que je vais peut-être voir dans quelques instants. Félix, ça a été un cas pratique extraordinaire pour de jeunes infirmiers cette période, non? Oui, comment vous l'avez vécu? Nous, on a pu observer une forte mobilisation. Hein. Les étudiants, ils ont été principalement appelés à aller aider dans les centres hospitaliers hein, dès le début, directement en première ligne, dans les services de réanimation, même les unités Covid de créer. Et derrière, effectivement, ils ont été aussi mobilisés donc dans les services de deuxième et troisième ligne, dans le médico-social par exemple. Ce qu'on a pu voir, c'est cette mobilisation finalement, elle s'est faite dans le cadre des stages et très peu dans le cadre des vacations. On a vu quelques suspensions de stages se faire, notamment en libéral. Pourquoi? Parce que les cabinets libéraux infirmiers manquaient de matériel déjà pour eux en tant que professionnels et du coup derrière ils ont dû suspendre les stages pour les étudiants par manque de protection pour eux. Je vais maintenant, nous allons, si vous le voulez bien, nous intéresser à cette période qui s'ouvre. Alors, qui s'ouvre
ou qui s'entrouvent, pourrait-on dire, puisque à partir du 11 mai, nous allons entrer, nous a dit le Premier ministre à l'Assemblée nationale hier ou avant-hier, mardi, nous a dit que le déconfinement pouvait s'opérer, qu'il s'opérerait de manière peut-être irrégulière selon les régions, etc. Nous allons voir un petit peu comment les uns et les autres vous abordez cette question. En tout cas, nous avons une certitude, sans doute, c'est que les professionnels de santé libéraux vont jouer un grand rôle. Qu'attendez-vous des pouvoirs publics que peuvent-ils attendre de vous? Jacques Battistoni, quels sont les objectifs que vous vous fixez? Et ma première question, participez-vous, vous, médecins et responsables syndicales, participez-vous à l'établissement des stratégies de déconfinement? Première question. Oui, j'ai 3 contacts principaux, le ministère de la Santé, particulièrement avec la DGOS, l'assurance maladie et son directeur, bien sûr, avec qui on y reviendra tout à l'heure. On a négocié différentes mesures d'accompagnement pour les professionnels. Et puis le conseil scientifique, par l'intermédiaire de Pierre-Louis Drouet, que nous connaissons bien, qui est membre de la HAS, médecin généraliste. D'accord. Expliquez-nous peut-être le rôle, qu'est-ce que c'est qui vous paraît absolument essentiel pour vous, médecin généraliste? C'est à la fois la possibilité de prescription de tests et notamment de tests par PCR. Ouais. Comment les choses vont-elles se passer? Ouais. En fait, ouais. Et je On voudrais avait une vous interroger, crainte. voilà, je pose également ma seconde question. Je voulais vous interroger sur ce suivi des cas contacts que vous revendiquez. Ça m'a paru Ouais. ça me paraît nécessaire que vous expliquiez bien, que vous nous Ouais. l'expliquiez aujourd'hui, mais que vous l'expliquiez à tous les médecins et à ceux Ouais. qui nous On regardent. avait on avait une crainte au début, c'est que ça se passe pour cette phase de déconfinement la même chose qu'au départ, c'est-à-dire que l'hôpital se charge de tout. Et cette crainte-là, elle est justifiée par le fait que c'est notre travail normal que de recevoir des patients présentant des symptômes comme les patients qui ont un Covid. On a l'habitude des épidémies de grippe. L'épidémie de Covid a les particularités, bien sûr, mais c'est d'abord une pathologie de médecine générale. Et je rappelle que 85% des gens sont soignés en médecine générale. C'est ce qu'a montré notre enquête quand on l'a fait. Donc, on avait besoin d'être les acteurs de ce déconfinement. Et ce rôle, c'est notre rôle de tous les jours. Diagnostiquer les patients, et dès lors qu'on fait un diagnostic, qu'il s'agisse d'une infection urinaire, d'une cystite ou d'un Covid, il faut faire un diagnostic clinique et ensuite un diagnostic biologique. Le diagnostic biologique, c'est le test, c'est la fameuse PCR, le prélèvement de gorge, et ça doit faire partie de la prise en charge tout à fait normale du patient qu'on voit dans nos cabinets. Et à partir de ce moment-là, nous avons... Je ne sais pas si je continue maintenant, je détaille un peu. Oui, allez-y, Bon, Jacques, allez-y. Je vais j'y vais. prendre quelques questions qui vous sont posées, oui, également, qui nous sont posées, Voilà. oui. Et donc, une fois qu'on a fait le diagnostic, poser un diagnostic biologique, ce patient, il est identifié comme ayant un Covid. Effectivement, il y a des choses qu'il faut faire. Et donc, nous avons négocié et obtenu de l'assurance maladie le fait de faire une consultation d'annonce auprès de ce patient avec pour objectif d'identifier, de faire un peu son historique et d'identifier les contacts qu'il a pu avoir dans les jours où il était contagieux afin d'éviter que le virus ne continue à circuler. L'objectif, Voilà, c'est c'est une vraiment sorte de de le cantonner. consultation longue. Oui. C'est une C'est une sorte consultation de complète, consultation longue. tout à fait, une consultation d'annonce, une consultation qui prend du temps avec différentes étapes. Donc l'étape de je repère les cas contacts, j'annonce au patient comment je vais le suivre pendant sa maladie, et puis je prévois déjà un peu avec lui comment il va pouvoir s'isoler de façon à ne pas contaminer les autres. D'accord, Jacques, Jacques Battistoni, on va revenir sur les questions, cette question-là qui est un peu intrigante, en tout cas pas facile à comprendre de brigade ou de sentinelle. Mais je voulais Ouais. demander à Fatia, là il y a aussi une autre question qui est absolument centrale que l'on ne peut pas ne pas poser à la pédiatre, c'est l'école, à école, pas école. J'imagine que on doit vous poser beaucoup la question dans votre cabinet de Courbevoie, non? Oui, alors donc les données sur l'enfant sont rassurantes. Un Covid et enfant, c'est assez rassurant. Il faut savoir que les enfants représentent moins 20% des hospitalisations, qu'ils sont des formes qui sont asymptomatiques, voire polysymptomatiques, et que les grands groupes d'études des pathologies infectieuses pédiatriques, donc nos infectiologues, recommandent la reprise scolaire. Félix Ledoux,
le rôle des infirmiers dans cette période de déconfinement qui va s'ouvrir, notamment au travers de ce que vous faites très habituellement, les infirmiers, de la prévention, de l'accompagnement de pathologies chroniques, mais également de testing, etc., tracking, tracing, enfin, etc. Quelques idées pour vous, pour la période qui s'ouvre, Félix Ledoux, président de la FNESI. Oui, oui. Nous, effectivement, ce qui est à relever, c'est ce rôle de prévention. On a pu voir pendant cette période de crise beaucoup d'informations, mais aussi beaucoup de désinformations. Et il y a un rôle important de l'infirmier à vulgariser comme tout professionnel de santé, qu'est-ce que c'est les gestes barrières, informer au mieux le patient pour qu'il puisse comprendre comment va se passer ce déconfinement, quels sont les gestes barrières à bien sûr respecter, et surtout quelles sont les choses à éviter pendant cette période de déconfinement qui peut être aussi une phase très dangereuse, et le Premier ministre l'a bien dit il y a 2 jours. Et évidemment, et vous l'avez dit aussi, ce testing qui va être important, 700 000 tests faits par semaine, enfin en tout cas promis par le gouvernement. Dans cette phase de testing, il va y avoir un rôle important aussi des infirmiers. Et nous, ce qu'on demande évidemment, c'est que les infirmiers prennent une place majeure dans cette phase-là, à savoir un droit de prescription et un droit aussi de réalisation de ce test rapide. Gilles Bonnefond, je voulais vous interroger sur également le suivi dans vos pharmacies. Quel va être au moment du déconfinement le rôle que vous allez jouer, à la fois peut-être encore plus pour les personnes fragiles, etc. Vous pouvez nous dresser un petit peu votre état d'esprit et surtout votre propre organisation pour aborder le déconfinement et tenter de le réussir, j'espère. Bon, d'abord, on va certainement reprendre un petit peu plus d'activité, puisque l'activité a quand même chuté d'environ 20%, ce qui veut dire qu'il y a eu du retard, malgré tout, aux soins pour un certain nombre de patients, dont l'activité va malheureusement s'accélérer. Ensuite, on va bien évidemment continuer à essayer de réussir ce déconfinement, parce qu'il va falloir que les personnes pensent que les gestes barrières doivent être renforcés dans cette période qui va être à risque, que ce soit bien sûr les gels hydroalcooliques, le lavage des mains, la distanciation, mais également tout ce qui relève du fameux masque ou des masques à porter quand on se retrouve à l'extérieur. Voir comment on gère les patients fragiles qui doivent aussi porter un masque pour se protéger. Donc tout ce qui est immunodéprimé, immunosupprimé, des personnes qui sont avec diabète, hypertension, risque cardiovasculaire. Donc on va avoir là aussi pas mal d'informations à donner. Travailler contre les mauvaises informations qui circulent, parce que malheureusement, il n'en manquera pas dans cette période de déconfinement, avec des solutions miracles ou des attitudes nuisibles. Donc on n'arrête pas de rétablir chaque fois la bonne information. Je pense qu'il y aura un élément très très important qui va être certainement le travail qui va être fait par les médecins et par les infirmiers sur le dépistage à la fois du patient Covid, mais également de voir comment, avec le tracing, on va contacter l'entourage. Et ça, ça va nécessiter de l'explication auprès des patients. Je vous propose d'écouter quelques instants une interview que nous avons faite avec Louis Godino, qui est le président du syndicat des audioprothésistes, en direct de son cabinet parisien. Et après, je prendrai les nombreuses questions qui vous sont posées, et nous approfondirons notre analyse. Nous écoutons Louis Godino pendant quelques instants. Dans le contexte actuel de confinement, c'est bien évidemment quelqu'un qui entend mal est surconfiné. S'il ne peut même pas téléphoner, c'est catastrophique. Donc c'est évident que nous allons mettre le maximum de sécurité pour reprendre notre activité, parce que nous avons la patientèle la plus âgée de tous les professionnels de santé. Chez nous, les 3/4 des personnes qui viennent nous voir ont plus de 65 ans.
Donc, pour les recevoir en toute sécurité, nous allons donner des consignes à la profession. Beaucoup de précautions, beaucoup de nettoyage entre chaque patient, beaucoup de distanciation. Tous les éléments qui ont été répétés, nous allons devoir les mettre en place pour pouvoir recevoir les patients au mieux pour leur sécurité et la nôtre. Les audioprothésistes avaient à mettre en place ce plan 100% santé qui permettait aux gens d'accéder à des solutions auditives sans reste à charge, qui était prévu au 1er janvier 2021. On espère que d'ici là, la crise sanitaire sera suffisamment dépassée pour qu'on puisse enfin permettre à la population française d'accéder à des solutions auditives sans reste à charge s'ils le souhaitent. Voilà, on voit la variété évidemment des situations et des approches multiples entre tous les professionnels. Voilà, nous accueillons le professeur Jean Sibilia qui est avec nous et qui nous aidera également d'avancer sur nos sujets. Je vais vous poser quelques questions comme ça en bloc. Notamment les questions qui nous sont posées par les internautes que nous remercions. Alors d'abord, les équipes, comment organiser les équipes de prise en charge multidisciplinaires et mobiles? C'est notamment en lien avec cet article, on me le signale, mais je l'avais effectivement lu, intéressant, du professeur Piarou et du professeur du doyen Rioux dans Le Monde, et qui mettait en évidence l'importance des équipes pluridisciplinaires et mobiles. Je voudrais également peut-être vous demander aux uns et aux autres, enfin je vais peut-être commencer par cette question, afin que je puisse me reconnecter, pour être franc, je vous dis tout, que je me reconnecte aux questions. Voilà. Alors, j'avais trouvé également une question de Bernard Weiss, que nous saluons. Que penser de la télésurveillance médicale des patients Covid-19 qui se développent en Bretagne, pas très loin de chez vous, Jacques Battistoni. Et puis, on va peut-être commencer comme ça. Alors, peut-être premièrement sur ces équipes mobiles, prise en charge multidisciplinaire. Je ne sais pas si vous avez lu l'article de Rioux et Piarou, Jacques Battistoni, non, dans Le Monde. Non, je ne l'ai pas lu dans non, Le vous Monde. Ne l'avez pas lu. Non, je l'ai pas lu. Mais en tout cas, c'est un peu ce que vous dites aussi, des équipes mobiles, des équipes avec à la fois des médecins, des infirmiers, si on comprend bien, c'est-à-dire une équipe et également avec un suivi social. Oui, en fait, tout à l'heure, je disais, on va faire la première phase de cette enquête quand on a un patient qui a un Covid. Et après, on passe le relais. Le relais, on le passe via le logiciel, la plateforme de la plateforme de l'assurance maladie, Amélie Pro. Et donc, après, on met en œuvre une prise en charge qui consiste à rechercher les cas contacts. Et le rôle de l'équipe éventuellement mobile, parce que je pense que beaucoup de choses vont se faire par ce téléphone, consiste à faire à pister un peu le parcours du patient, qu'est-ce qu'il a fait dans les jours précédents, quels sont les sujets qu'il a contactés, et après, il va falloir téléphoner à ces gens-là et leur proposer un dépistage, lequel dépistage va peut-être aboutir à un nouveau diagnostic d'infection. Et donc ces patients-là, on va leur proposer ensuite, et c'est là que peut intervenir une équipe mobile, un isolement qui va prendre des formes différentes en fonction de l'endroit où on se trouve. C'est pas pareil si on a un petit appartement ou si on a une grande maison. C'est ce que l'on appelle les brigades, parce qu'en fait, on a souvent parlé de médecins sentinelles, et maintenant, dans un mouvement un peu militariste, on parle de brigades. C'est un petit peu surprenant. Oui, qu'est-ce que vous en pensez, oui, c'est un peu surprenant. Avec Nicolas Revel, on avait l'idée plutôt de parler de plateforme territoriale ou de centre Covid territorial, probablement à l'échelon d'un département, dont le but, c'est effectivement de prendre en charge ces patients dépistés, et pouvoir après leur proposer des solutions adaptées à leur situation. Alors, les médecins devront signaler les malades à 5000 enquêteurs de la sécurité sociale. C'est vrai, ça? Ça va se passer comme ça? Oui, en fait, oui. On voulait être opérationnel très vite. Et donc, le seul réseau véritablement opérationnel dès le 11 mai, c'est le réseau de l'assurance maladie. Mais on est vraiment dans une histoire de partenariat, j'y tiens beaucoup, entre l'assurance maladie et les professionnels de santé libéraux, professionnels de santé de ville. Et donc, c'est avec l'assurance maladie qu'on met en place cette brigade départementale dont le but est d'apporter le dépistage et après la prise en charge à tous ces patients qu'on aura diagnostiqués comme ayant un Covid. On voit que de grands pas se font quand même à l'occasion de cette crise.
Dites-moi, je prends cette question, je la lis dans sa totalité, elle est intéressante. Comment envisager la bonne coordination des soins après le confinement pour les personnes âgées dépendantes, personnes en situation de précarité sociale, personnes sans abri? Qui veut répondre? Alors, peut-être Jacques, ou je pense que nos Oui, amis infirmiers ont dû y réfléchir aussi. oui, Oui, bah, l'idée, effectivement, c'est d'être. allez-y. Oh, je commence et puis je passe vite le relais. Jacques, L'idée, c'est Jacques d'avoir une Battistiani. attention particulière pour ces patients âgés dont on voit bien qu'ils sont restés à l'écart de nos cabinets. Parfois même, ils ne sont même pas allés à la pharmacie, comme le disait Gilles Bonnefond tout à l'heure. La première chose qu'on a fait, c'est d'utiliser la téléconsultation. L'assurance maladie nous a permis de faire de la téléconsultation juste par téléphone pour ces patients pour lesquels l'usage d'un smartphone ou l'usage à plus forte raison d'un ordinateur est compliqué. Donc, il faut qu'on ait, et c'est fait effectivement en coopération entre le médecin généraliste et l'infirmière ou l'infirmier qui va à domicile, vraiment une prise en charge adaptée, très attentive pour aider ces patients à sortir de cet état pendant lequel ils vont se poser des questions. Est-ce que est-ce que c'est dangereux pour moi de reprendre une vie un peu plus normale et de revoir ma famille, etc., etc. Félix Ledoux, les infirmiers, peut-être les jeunes infirmiers, vont jouer un rôle particulier? Ouais, effectivement, je pense que l'enjeu surtout, c'est la coopération entre tous les professionnels. Et honnêtement, pour ces patients-là et qui auront bah, voilà, subi cet isolement assez fort, et ben finalement, l'enjeu va être justement bah, de permettre à ce que bah, ils se réintègrent dans leur vie habituelle ou antérieure plutôt, et même je dirais qu'ils puissent du coup bah, un petit peu avoir ce lien avec ces professionnels. Et je pense que ceci se fera justement avec les professionnels du libéral, qui sont finalement ben voilà les professionnels de proximité. Et pour moi, il y a un réel enjeu justement de repérer où est-ce qu'il y a de la rupture de soins, où est-ce qu'il y a de la rupture sociale, et derrière ben, pouvoir mettre en lien et coordonner un petit peu tout l'environnement autour du patient de manière à ce qu'il puisse ben, se Oui. sentir mieux. Merci Félix. J'ai beaucoup de questions. Je remercie à nouveau nos internautes. Fatia, justement, c'est peut-être pour vous, situation des enfants en cette période, familles précaires, enfants maltraités, les pédiatres mis dans la boucle pour surveiller. Est-ce que vous avez le sentiment d'abord d'avoir un rôle particulier à jouer, une mission particulière? Est-ce que vous la prenez en compte? Et En Fatia, effet, cher oui. En effet, malheureusement, il y a eu vraiment des recrudescences des cas de maltraitance avec le confinement. Donc moi, particulièrement en tant que pédiatre, je fais beaucoup de prévention, notamment au niveau des parents. Moi, c'est la téléconsultation, les pleurs de l'enfant, comment gérer, et je donne des conseils. Surtout de dire aux parents que si ils n'en peuvent plus, ils sont à vous, ne surtout pas passer à l'acte et de demander de l'aide, hein, parce qu'il y a quand même, grâce à la téléconsultation, des consultations possibles avec des psychologues ou si ils ont besoin de parler. Ensuite, prévention aussi au niveau des familles, des voisins ou de l'entourage. Pas hésiter à contacter le 119 si ils ont des doutes sur une maltraitance à enfant. Dites-moi, Anne Granier nous pose la question, que pensez-vous de Covison, rôle des médecins généralistes et élargissement du dispositif au-delà de l'Île-de-France? Vous savez que Covison, c'est un dispositif destiné à casser la chaîne de transmission. Jacques Battistoni, vous Ouais. avez une opinion? Oui, c'est ce type de dispositif qu'il faut mettre en place dans nos régions, hein. Ce dispositif-là, il est basé sur, d'abord, il est à l'initiative des hôpitaux. C'est adapté probablement à la région où il a été mis en place, c'est-à-dire le nord de Paris et le 93 en particulier, zone où il y a eu beaucoup de cas. Il n'est pas forcément transposable France entière, c'est pour ça qu'on a choisi de s'appuyer pour les régions sur un partenariat avec l'assurance maladie qui nous semblait le plus rapidement opérationnel et qui semblait surtout s'appuyer sur les professionnels de santé et plus que sur l'hôpital. À mon avis, ce qui reste en ville doit être géré par les professionnels de santé de ville. Oui, on va en reparler avec le professeur Jean Sibilia qui nous a rejoint tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Je vous propose d'écouter Dominique Jacovinco, qui est infirmier à Alès, dans le Gard, et qui est le président des infirmiers libéraux du bassin Cévenol et qui est très engagé dans les coopérations professionnelles. Et ça nous intéresse beaucoup. Il suit de très près les travaux de l'Université du Change Management en médecine. Dominique Jacovinco, on l'écoute quelques instants.
Sur Alès, on a un centre dédié qui a été créé en 3 jours par la ville d'Alès, où travaillent des infirmiers et des médecins généralistes d'astreinte sur leurs jours de repos. On a créé une organisation où les cabinets de ville renvoient tous les Covid suspects ou avérés vers ce centre, et ce centre renvoie tous les patients qui ne sont pas suspects ou avérés Covid vers les médecins partenaires. Après, il y a un aiguillage qui se fait avec les infirmiers accueil-orientation, remplissage des symptômes, des antécédents et une consultation médicale qui décide du devenir du patient, pris en charge à la maison par les infirmiers libéraux ou suivi par une plateforme téléphonique avec des médecins ou adressé à l'hôpital en cas de nécessité d'intervention rapide. Nous, on s'aperçoit que déjà le confinement commence à être pénible par la population. Nous sommes les seuls professionnels de santé à intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, encore au domicile. Il y a une grosse angoisse, un gros stress chez les patients et encore plus pour le déconfinement. Il y a la deuxième vague qui va être le déconfinement et la troisième vague qui est la prise en charge psychosociale. Et là, depuis 20 ans, l'OMS nous demande de créer l'infirmière de famille. Et nous, on dit c'est le moment de s'appuyer sur cet infirmier de famille qui sera le lien entre le monde médical qui se déplace moins, qui fait beaucoup de téléconsultations, le seul regard clinique sur les symptômes, sur les changements des habitudes des patients, sur les changements d'attitude, ça sera l'infirmier libéral au domicile. On est persuadé que le nombre de cas va monter et encore plus chez nous parce que jusque là on a été épargné. Mais il y a la troisième vague qu'on appelle avec Catherine Tourette-Turgis, c'est toute la prise en charge psychosociale qui pointe le nez, c'est-à-dire tous les gens qui sont sortis du parcours de santé, qui n'ont plus accès aux médecins généralistes ou moins facilement à cause du confinement, qui n'ont plus accès aux spécialistes puisque toutes les consultations spécialistes ont été arrêtées. Donc les malades chroniques sont restés à la maison avec un seul regard, celui de l'infirmier. On a vu beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de changements dans les comportements hygiéno-diététiques. Et ces patients-là, il va falloir aller chez eux pour constater, pour écouter, on appelle ça le consueling. Et c'est l'infirmier de famille, l'infirmier libéral qui peut assurer cette charge. Oui, c'est toujours passionnant ce que dit Dominique Jacovinco. Un commentaire peut-être de Jacques Battistoni et enfin de qui veut, mais en tout cas notamment sur cet infirmier de famille, sur ce rôle du consueling. Et puis je prends encore une ou deux questions des chats qui nous ont été envoyés. Jacques Battistoni. Oui, je ne peux pas laisser passer l'idée qu'on ne va pas à domicile, on continue à aller au domicile. Bien sûr, l'infirmier libéral va beaucoup à domicile et on travaille en partenariat avec lui, ce que je fais tous les jours. Mais nous sommes aussi encore les médecins de famille aussi et nous continuons à aller voir nos patients à domicile toujours. Même si l'acte de la visite à domicile est très mal valorisé, ce qui décourage un peu. Et sur ce consueling, oui, alors ça, on a beaucoup parlé des patients qui ont un Covid, mais la grande majorité des gens n'en ont pas, Dieu merci pour eux, et il va falloir les aider à sortir de cette phase-là, et notamment les personnes âgées, notamment les personnes dépendantes, et donc ça va être notre rôle, mais c'est un rôle en équipe, et l'équipe de soins primaires avec le médecin, l'infirmier et le pharmacien est effectivement importante, et là où ces équipes travaillent en partenariat, et chez moi on a fait la même chose, ça marche très bien. Alors, je voulais vous poser, et après on va donner la parole à Jean Sibilia, une question qui nous est posée sur le rôle des agences régionales de santé. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, à la fois parfois en les félicitant, notamment d'ailleurs le gouvernement les félicite, mais beaucoup de critiques également à leur égard. Pour vous, pour vous peut-être Gilles Bonnefond, et vous avez parlé aussi des CPTS. En un mot, est-ce que ces grandes institutions locaux-régionales ont joué leur jeu, selon vous, Gilles? Les CPTS, oui, elles ont joué leur jeu parce qu'on a vu immédiatement, dès qu'il y avait des relations entre les différents professionnels de santé et l'hôpital sur les territoires, on a pu avoir de la réactivité en fonction de l'évolution de la situation. Donc ça, c'était extrêmement important de savoir dans quelle situation était l'hôpital,
comment avec les infirmiers et les médecins, les patients à domicile s'organiser. Je vous rappelle que nous, les pharmaciens, on va au domicile des patients, contrairement à ce que l'on croit, et donc on intervient, y compris pour les patients qui sont seuls, isolés, et qui n'avaient pas d'auxiliaire de vie, qui revenaient à leur domicile. Donc voilà, on a assuré ce lien. Donc c'est très important, cette coordination. Moi, ce que j'espère, c'est qu'après la crise, ceux qui se posaient la question de l'intérêt de la coordination des soins et d'une organisation territoriale ne s'en poseront plus, parce que c'est absolument indispensable. Merci. Peut-être un point qui veut intervenir, Jacques Battistoni sur... Oui. Oui, juste un mot pour aller dans le sens de ce que vient de dire Gilles Bonnefond. Ça a été un formidable accélérateur pour les CPTS et pour les organisations territoriales sur le terrain, qui ont trouvé là une raison vraiment de se fédérer autour de choses à mettre en commun et autour de la prise en charge des patients. Ce sont des cas pratiques. On voit quand même que ces réformes, finalement, quand elles sont trop théoriques, ne se mettent pas en pratique, et quand il le faut, ça marche, hein, ça marche mieux. Sur les ARS, ouais, les ARS n'ont pas été et même question à Fatia, hein? Quoi? Elles n'ont pas été au rendez-vous tout le temps, non. Ouais. Fatia, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, pardon. Poursuivez. Alors, allez-y, Fatia. Oui. Moi, j'ai pas beaucoup eu d'informations au niveau des ARS. Moi, j'ai plutôt regardé les directives au niveau des sociétés pédiatriques et l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Par contre, au niveau de la distribution des masques, nous avons eu une dotation de 18 masques par semaine avec au niveau de protection. Sur les ARS, oui, sur les ARS, je resterai beaucoup plus partagé, parce que cette situation de crise était extrêmement compliquée. On a vu que les décisions au niveau du gouvernement se faisaient à un rythme extrêmement difficile, et parfois avec des changements de stratégie en cours de semaine, et les ARS étaient le relais. Elles ont joué leur rôle d'organisation, alors des fois avec plus ou moins de succès, mais je pense qu'elles étaient parfaitement un relais dans des conditions qui n'étaient pas difficiles, qui n'étaient pas faciles. Merci. Jean Sibilia, professeur Jean Sibilia, vous êtes avec nous? Jean, est-ce que Jean Sibilia est... Oui, Jean, merci beaucoup. Oui. Alors, pour nous aider à conclure, alors j'ai dit, je vous avais présenté, vous êtes doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Dites-nous peut-être d'abord un salut des gens de l'Est qui ont été très touchés par cette crise. Et nous parlons maintenant de déconfinement. Alors, vous vouliez, vous êtes hospitalier, mais vous vouliez dire, vous aviez un message également un message avec les libéraux, aux libéraux, pour réussir ce déconfinement. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean? Bien sûr, pour nous, c'est plus jamais ça. On a vécu pendant le mois de mars un truc incroyable, en tout cas dans l'Est, en Alsace, dans le Grand Est, en région parisienne, et on ne veut plus, on ne pourra pas résister à une deuxième vague si elle était de la même taille, voire pire. Donc on a aujourd'hui, c'est un appel à l'aide à notre système de santé et à nos libéraux, à tous nos soignants. Je crois que les vraies mesures, les soignants, tous les soignants sur le terrain vont avoir un rôle fondamental. La première vague, c'est l'hôpital qui se l'est prise, parce que c'est allé tellement vite, il y a une sorte de sidération. Il faut rappeler, c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que la critique, il faut dépasser la critique, parce que qui aurait pu réagir dans un temps aussi court, qui a été un temps de 3 à 4 semaines. Nous, on a vu apparaître des premiers malades fin février, et on était mi-mars totalement débordés par les malades, les hôpitaux étaient débordés. Donc les hôpitaux ont fait front sur cette première vague qui était incontournable, mais je crois que si c'est plus jamais ça, il faut que tout notre réseau de soignants libéraux soit maintenant activé. Et je crois qu'il y aura 2 messages importants. Le premier message, je pense qu'il est fondamental, c'est d'avoir la capacité pédagogique de transmettre en fait un civisme sanitaire à toute la population. Et là, on compte sur tout le monde, sur les médecins, les infirmières, les pharmaciens, tout le monde a un rôle en fait pédagogique de transmission du civisme sanitaire, parce que finalement, la question n'est pas de tester ou d'isoler, comme on l'a dit, mais la question est de protéger d'abord, parce que si le P de protéger est bien appliqué, on n'a pas besoin de tester derrière. Donc il va falloir vraiment passer un premier message qui est pédagogique. Il faut vraiment qu'on applique les mesures de distance physique, les mesures barrières, il faut porter les masques, vous savez, les mains, il faut le rabâcher, le répéter, et nos soignants de terrain, ils sont là, on a confiance en eux, il faut vraiment qu'ils assurent cette pédagogie-là. Et deuxièmement,
les malades, les prochains malades, les clusters de réapparition du virus, puisque le virus a circulé à peu près sur tout le territoire, les prochains clusters, ils vont être partout. Donc, on a besoin de nos médecins généralistes sur le terrain. Ils vont être en première ligne pour être les testeurs et pour être ceux qui vont repérer les prochains clusters, les prochains malades. Donc, c'est indispensable. C'est pas l'hôpital. On n'a pas besoin de l'hôpital dans cette phase-là. On a besoin surtout de tous les soignants sur le terrain. L'hôpital sera là après. Si malheureusement on n'y arrive pas, ben les malades iront à nouveau à l'hôpital et c'est vraiment ce qu'on veut éviter. On veut éviter ce qu'on a vécu, c'est-à-dire un truc invraisemblable auquel on ne résistera pas. Donc, vraiment, merci. Soignants de terrain, on a besoin de vous. Dites-moi, Jean, Félix, Jean est un enseignant, c'est un doyen de faculté de médecine. Je pense qu'il enseigne ça à ses étudiants en médecine. Mais Jean, restez avec nous. Et est-ce que Félix, vos enseignants vous font les mêmes messages? C'est-à-dire, c'est une porte très ouverte, je trouve, à la population des infirmiers. D'abord, on voit les coopérations. Dominique Jacovenco nous en a parlé, mais avec cet infirmier de famille, les conseils. Enfin, je pense que là, franchement, on a un peu le sentiment que la génération. Alors, je vous pose la question et peut-être sous le contrôle également de Jean Sibilia, que c'est un nouveau métier peut-être pour vous, non? Jean, Félix. Un nouveau métier, je ne sais pas et je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on peut remarquer que cette période de crise, en tout cas, aura mis en avant plein de dysfonctionnements, tant dans la formation en soins infirmiers que aussi dans le système de santé en général. Et je pense que derrière, et c'est déjà ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans notre formation avec les enseignants, les formateurs, c'est déjà en tirer quelques leçons et voir aujourd'hui qu'est-ce qui fait que nous, en tant qu'étudiants en soins infirmiers, on ne se sent pas en capacité d'assurer la gestion dans les services et même, j'ai envie de dire, d'avoir assez de connaissances en infectiologie, dans les mesures barrières à transmettre aux patients lorsqu'on fait l'éducation thérapeutique. Et toutes ces choses-là, je pense, des choses qui vont être travaillées a posteriori et qui amènent déjà dès aujourd'hui, en tout cas, une réflexion auprès des étudiants et auprès du corps enseignant. Jean, est-ce que vous avez le même sentiment un peu que le mien, c'est-à-dire de dire que effectivement, on est en train de repenser nécessairement de nouvelles organisations. Alors, on n'est pas idéaliste, mais enfin bon, tout le monde nous dit que demain ne sera pas comme hier, mais probablement fondé sur des coopérations entre les hospitaliers, les pharmaciens, les infirmiers, les médecins libéraux. Est-ce qu'on peut rêver ou penser? Faites-nous un mot de conclusion, Jean, à notre émission. Moi, je le dis depuis très longtemps et j'y crois totalement. Et on le dit que une des premières choses que j'ai évoquées, c'est de casser l'étanchéité qu'il y a entre l'hôpital, la ville, entre le privé et le public, parce que finalement, on est tous missionnés pour une même cause qui est la prise en charge de nos patients, de nos citoyens. Donc, ce crash test, profitons-en pour casser les barrières. Aujourd'hui, on est tous alliés pour prendre en charge et répondre à ces enjeux-là. L'épidémie nous l'a montré, donc c'est clair. Et d'ailleurs, très concrètement, qu'est-ce qu'on a fait dans nos facultés maintenant depuis quelques années, depuis 4-5 ans? C'est mettre en place des facultés de médecine, de maïeutique, de sciences de la santé, associant l'ensemble des soignants. Donc, on y croit, le transversal. Vous associez maintenant, oui. On y croit. Bien sûr. D'accord. Et vous associez aussi les infirmiers dans vos actions? Bien sûr, bien sûr. On fait du pluriprofessionnel dans les infirmiers. Les kinés, les infirmières. Aujourd'hui, dans nos facs de santé, on est associés. Les IFSI siègent dans nos facultés de santé sous la forme de commissions pédagogiques au sein des facultés de médecine. Je crois qu'aujourd'hui, rassemblons-nous. On a compris que seul, on ne va pas y arriver. Il y a des enjeux à venir. Il faut qu'on fasse ensemble. Merci Jean Sibilia d'être venu conclure avec nous. Je crois que si vous le voulez bien, à moins que quelqu'un veuille réagir, si vous le voulez bien, nous terminons cette émission. Jacques Battistoni, ça vous va? D'accord. Oui, Gilles, je crois qu'il Fatia. faut qu'on réussisse le déconfinement, tous ensemble. D'accord. On a peu parlé, Fatia, on a mis le focus sur vous, pédiatre, médecin spécialiste, sur les autres spécialités. Peut-être un mot également pour, je sais que les psychiatres sont souvent sollicités, mais aussi les cardiologues pour reprendre le travail, les cancérologues évidemment. Un mot peut-être, Fatia. Globalement, on va tous avoir entre spécialistes un changement de nos pratiques, c'est-à-dire qu'on va changer complètement la façon de travailler, notamment l'accueil du patient, les mesures barrières et aussi l'organisation du cabinet, des salles d'attente.
Bon, moi, en tant que pédiatre, je vais revoir un peu plus les patients en présentiel, mais je sais qu'il y a beaucoup de spécialistes qui n'ont pas du tout consulté ou très peu consulté pendant le confinement et qui après vont revoir les patients qui attendent d'être vus. Donc, avec une reprise de l'activité, mais qui va être moindre grâce à cause de cette réorganisation logique. Merci beaucoup à tous. Il est temps maintenant de terminer notre émission. Je vous remercie. Je remercie tout particulièrement les internautes qui sont restés longtemps avec nous et qui nous ont posé beaucoup de questions. Je salue également Dominique Meigne. Et je remercie notre réalisateur Olivier Madard de Vecteur M et toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission et à la réaliser. Françoise Millet, Victoire Morel, Nicolas Merlet, Julie Beltrami. Je vous souhaite bon courage à tous et toutes. Travaillez bien à ce déconfinement qui était notre sujet du jour et nous vous disons à jeudi prochain. Au revoir et merci.